Merci pour tous vos exposés. Et je commencerai par celui de l'informatique. Il y a eu beaucoup de présentations de modèles d'IA, ChatGPT, Claude, Mistral. Comment est-ce que vous préconisez le choix de ces modèles ou de ces entreprises qui vous proposent, au point de vue médical, ces différents modèles? Merci. Alors, je vais répondre sur le côté non médical, parce que je ne connais rien. Il y a deux aspects. Il y a un aspect de pays où se trouve l'entreprise et les serveurs. Donc ça, c'est un enjeu important pour certains, crucial dans certains domaines. Je prends dans le monde médical notamment, ça a été évoqué. Donc Mistral, ça sera en Europe, et GPT et Claude, ça sera aux États-Unis. Donc là, il y a un choix qui est clair sur le pays de localisation de l'IA. Après, faut prendre, personnellement, je prends celle qui fonctionne le mieux pour ce que je veux faire. Et qui est je prends celle qui fonctionne le mieux et qui est dans ma gamme de prix. Car l'IA, moi, je n'utilise pas le GPT gratuit. Ça, c'est l'IA qui hallucine, qui fait des choses pas très, très bien. Et l'IA à 20 € par mois, c'est mieux. L'IA à 200 € par mois, c'est encore mieux. Donc on voit apparaître des problèmes de souveraineté de pays, des problèmes de coûts qui ne vont pas aller en diminuant. Donc pour l'instant, c'est malheureusement, plus vous payez et plus vous allez aux États-Unis, mieux ça marche. Ce n'est pas ce que je souhaite, hein, mais je décris la réalité actuelle. D'autres questions? Oui, simplement par rapport à cette question-là, si vous utilisez par exemple ChatGPT pour poser des questions médicales personnelles, sachez que Sam Altman, donc, qui est le PDG d'OpenAI, a annoncé qu'ils allaient commercialiser toutes les données de santé parce qu'elles n'étaient pas soumises, selon eux, au secret. Donc voilà, il y a un vrai problème, on va dire, de confidentialité des données si vous servez de ces algorithmes-là à titre médical personnel. Merci à tous les orateurs pour leur exposé, c'était super intéressant. J'avais plutôt une question pour l'exposé de Madame Sarah Watson, que j'ai trouvé très intéressant. J'avais lu justement l'article, je crois, dans Le Monde sur cette histoire du patient atteint d'un cancer dont on ne savait pas l'origine. Donc très heureux de rencontrer la personne derrière ça. Et donc moi je suis plus spécialisé en IA, mais pas en médecine, j'y connais pas grand-chose malheureusement. Et je voulais savoir si donc vous avez fait une hypothèse forte dans le modèle que les cancers de primitifs inconnus ont une origine. Est-ce que, au point de vue médical, est-ce que il y a des justifications? Est-ce que ça pourrait exister un cancer qui n'est pas d'origine ou qui soit un peu diffus comme ça? Merci. Ouais, c'est une très bonne question. Donc, on a des données pour penser que ces métastases ont en fait une origine, bien évidemment. Déjà, des données d'autopsie de patients atteints de cancer de primitifs inconnus. En fait, c'est des données assez anciennes, mais où finalement, on a été capable d'aller retrouver une toute petite tumeur qui n'était pas visible dans l'organe initial. Et puis, on a nos connaissances sur la biologie du cancer, où ce qu'on sait, c'est que voilà, les cellules, quand on biopsie des métastases de cancer de primitifs inconnus à différents endroits, elles ont un peu le même aspect, donc ça veut dire qu'elles ont une origine commune, et donc quelque part, voilà. Après, l'hypothèse quand même était forte dans le sens où rien ne disait que ces métastases allaient garder une empreinte de leur tissu d'origine, et d'ailleurs, dans certains cas, dans 30% des cas, l'outil n'arrive pas à y trouver l'origine des métastases. Ça prouve bien qu'elles ont perdu toute trace de similarité avec leurs primitifs. Donc, voilà. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour les très belles présentations. J'avais une petite question. Comment c'est financé actuellement? C'est uniquement recherche? Est-ce qu'il y a les pistes pour les actes éventuels, NGAP, ou comment ça s'appelle maintenant? Enfin bon... les actes rémunérés et intégrés. Merci. Alors, comme j'ai parlé beaucoup de sous, je peux peut-être continuer. J'ai des dollars devant les yeux. Non, y a, en tout cas, dans la discipline que j'exerce, la pathologie, il n'y a encore pas de modèle économique identifié, puisqu'on est encore dans le balbutiement du déploiement de ces outils commerciaux. Et puis,
plus ça va, plus je pense que les outils d'IA académiques, tels que ceux que ils sont en train de se développer dans différents labos de recherche en analyse d'image, c'est probablement une très bonne piste. Mais alors, la problématique va être la régulation de l'usage de ces outils. Et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux que les législateurs envisagent bien toutes les facettes de cette question. Les lois pouvant être quelquefois trop contraignantes à certains endroits et ne pas protéger réellement au bon endroit. Bon. Donc le modèle économique, pour moi, il n'est pas encore clair. Le référentiel des actes innovants qui sert et qui prévaut pour la génomique encore beaucoup en ce moment est une piste sur laquelle les industriels de l'IA, en pathologie en tout cas, travaillent beaucoup. Je ne sais pas en radiologie comment est-ce qu'ils envisagent ça, aussi RIHN ou Non, en imagerie, aujourd'hui, c'est vendu aux radiologues qui payent, eux, qui actuellement le répercutent pas sur le patient, ou peut-être le répercutent sur les dépassements d'honoraires. En tout cas, ce n'est pas financé du tout par la cotation et par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Et aujourd'hui, par exemple, pour des logiciels de détection de cancer en mammographie, c'est entre 1 et 4 euros la mammographie. Ça, aujourd'hui, ça augmentera très vite quand il y aura moins d'acteurs ou quand ça deviendra... Et pour l'instant, ce n'est pas financé du tout et ce n'est pas inscrit du tout dans les registres ou dans les cotations payées par la CNAM aux radiologues. Merci à tous pour la qualité de vos présentations. Moi, je viens des SHS, donc je ne suis pas du tout médecin. Mais la question que je me posais, c'était par rapport aux patients. Et les patients utilisent de plus en plus aujourd'hui les IA génératives pour se former, s'éduquer sur leur propre maladie. Ils viennent vous voir des fois avec, voilà, comme vous l'aviez dit, des diagnostics tout faits. Donc voilà, je voulais savoir comment vous voyez ce côté un peu sombre de l'usage de l'IA par les patients. Qui peuvent des fois s'auto-diagnostiquer eux-mêmes et peut-être pas venir vous voir du tout. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, je voulais savoir comment vous voyez-vous la sensibilisation des patients par rapport à cet usage qui est risqué de l'IA pour eux-mêmes. Donc voilà. Moi, je ne le vois pas vraiment comme quelque chose de vraiment sombre. J'ai donné un exemple qui était plutôt négatif, mais j'ai plutôt tendance à penser que si c'est... On est encore un peu au balbutiement, mais théoriquement, si c'est maîtrisé, c'est quelque chose qui va être très positif. Ce matin, quelqu'un évoquait justement la possibilité, par exemple, d'avoir une sorte de compagnon souverain qui serait jumelé à mon espace santé et qui prendrait, entre guillemets, le marché actuel qui est adressé par ChatGPT ou autre. Et j'y vois plutôt du positif, personnellement. Mais il y a une question qui est d'ailleurs aussi pour les médecins, c'est qu'il y a un manque, sans doute, d'acculturation sur comment on s'en sert, vraiment. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire sur comment est-ce qu'on s'en sert, que ce soit au niveau des patients ou des médecins. Et aussi, à l'inverse, quel esprit critique on garde vis-à-vis de ce qu'on peut lire dans les réponses produites, ce qui est, à mon avis, aussi important. Bonjour. Bonjour, j'ai aussi une question. Merci beaucoup pour vos présentations, que j'ai trouvées vraiment très complémentaires, et du coup, qui nous a donné vraiment une vision très complète du sujet. Moi, il y a des notions qui ont été abordées aujourd'hui. Le biais de sélection, vous avez parlé de biais d'automatisation. Et on sait aujourd'hui qu'il y a la réglementation sur les données sensibles est un réel enjeu. Je voulais du coup savoir comment vous faites pour essayer de ne pas avoir ce biais de sélection dans vos données d'entraînement, sachant que les causes sont toujours multifactorielles dans les cadres du cancer. Ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que les contraintes aujourd'hui que nous avons pourraient nous amener non pas à une médecine à 2 vitesses, mais à une médecine qui pourrait même être à des clusters, vous voyez, par rapport à des profils, pour être certain de ne pas être l'outlier de la grande base de données. Je peux donner un morceau de réponse.
Je pense que le point le plus important, c'est de savoir comment fonctionne un modèle d'IA, comment il a été entraîné, et donc les biais qui y sont inhérents. À partir du moment où on est formé à ça, on est capable d'interpréter les résultats d'un outil et de l'utiliser à bon escient ou pas. Et donc je pense que c'est toute une question de formation. Aujourd'hui, les outils qu'on construit, on les construit avec les données qui sont disponibles. Bien évidemment qu'on va essayer d'avoir des outils qui correspondent le plus à la question clinique à laquelle on veut répondre, et donc d'être le plus représentatif possible de population, parce qu'on a tout intérêt à ça. Mais on est aussi conscient que voilà, il y a certaines données auxquelles on n'a pas accès ou qui sont moins facilement accessibles, et donc ces biais sont là. Je pense que le plus important, c'est de le savoir, du coup comment interpréter les résultats et de le prendre en compte dans la façon dont on l'intègre dans notre pratique médicale. Et si je peux compléter, après pour les usages de l'IA très professionnels comme celles que les pathologistes ou les radiologues utilisent, la clé pour éviter les biais, bon, d'abord c'est de connaître et de les comprendre. Il y a plein de recherches académiques sur l'identification des biais à tous les moments de préparation des outils d'IA. Puis ensuite, c'est la validation et la robustesse d'un algorithme. C'est quand il donne les mêmes résultats de prédiction voilà, y a-t-il un cancer infiltrant? Oui, non. Dans des populations très différentes. Et alors, dans le métier que j'exerce, avec des scanners de lames différents, des techniques de préparation des lames différents. Donc, je pense que les formes d'IA dont on a tous parlé amènent à une réponse un peu différente suivant la spécialité. Et IA générative versus outil d'IA clôturé et figé au moment de sa validation, c'est aussi très différent. Une remarque. Cette idée de clôturer un système, c'est, dans ce qui a été présenté, une illusion. Alors non, mais véritablement non. Dans les usages de l'IA qu'on achète, et que, comme tu le disais Luc, on l'achète bien cher, en fait ce sont des algorithmes qui sont écrits une fois pour toutes, entraînés sur des données de la meilleure qualité possible pour donner les résultats les meilleurs possibles, mais ensuite, alors, est-ce que l'algorithme peut se dégrader au fil du temps, même alors qu'il est commercial? Je ne sais pas, ça il faut demander aux mathématiciens, mais ce que je sais, c'est qu'après, on achète un produit qui est figé, alors, en théorie. C'est une question sous-jacente dans vos propos, c'est le fait que, comme il y a une stratégie commerciale qui fait que chaque vendeur veut vendre son produit, on est dans cette logique de start-up de faire toujours plus beau. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut rester à un niveau scientifique, médical voilà. Ouais, c'est une des ambitions que nous avons dans le service, de comparer de façon académique, c'est-à-dire sans parti pris de la qualité de l'algorithme qu'on a entre les mains, quels sont les meilleurs services qu'il va pouvoir rendre à des pathologistes qui ont des diagnostics de cancer à poser tous les jours. Il y a de plus en plus de papiers qui sortent comme ça, de comparaison des outils d'IA par des académiques. C'est super important. C'est une autre forme de recherche très appliquée, qui intéresse le monde des pathologistes, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'il va falloir corriger les biais de liens d'intérêt. C'était la raison pour laquelle moi j'avais affiché les miens, que je le dis. C'est-à-dire qu'après, il faut garder son indépendance pour évaluer le plus objectivement possible ces outils. Et je crois que nous, pour l'imagerie, la Société française de radiologie a créé une structure pour créer une base de données totalement indépendante des constructeurs, qui est alimentée par tous les radiologues de France qui veuillent bien. Et on est en train de construire cette base pour imposer, quand un nouveau constructeur où il y aura une nouvelle version, que cette nouvelle version soit testée sur une base totalement indépendante, représentative, en gros, de la population française. Mais c'est un travail, évidemment, qui est fait par une instance indépendante, qui doit l'être absolument faite par une instance indépendante, parce que le constructeur va rarement vous dire que sa nouvelle version n'est pas terrible ou moins bien que la précédente. Donc c'est quelque chose qu'on construit nationalement sur fond, entre guillemets, privé, c'est-à-dire sur fond de la Société des radiologues, mais qui devrait, à mon avis, être créé par les pouvoirs publics et créé dans tous les domaines pour pouvoir
apporter la certitude que tout nouvel entrant ou toute nouvelle version soit au moins aussi performante que le standard qui avait été décidé initialement. Oui, et tu fais bien de dire ça, parce qu'en pathologie, c'est l'Association française pour l'assurance qualité, fondée par le professeur Belloc, et maintenant présidée par le professeur Pénaud-Lorca, qui va s'emparer de ce sujet-là. Mais comme on est bien en arrière par rapport à vous, en raison de la digitalisation en cours des services de pathologie, c'est vrai que c'est en train de se faire. Et que nous, on n'a pas voulu rester sans rien faire et on apporte notre petite contribution, mais ça ne suffira pas. Il faut vraiment un organisme national. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ma question. Pardon. Vous dites, par exemple, vous achetez vos outils et vous testez après avec vos données. Lorsque c'est le cas. Sachant qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas droit de prendre des données, par exemple, sur les origines ethniques, comment vous pouvez vous assurer que le test est valable si on est un groupe minoritaire? Non, ça c'est une excellente question. La réponse à la question, elle est très parcellaire, celle que je vais faire, c'est pour les outils d'intelligence artificielle que les pathologistes utilisent, le biais ethnique est probablement moins important que dans des outils d'IA qui vont proposer des décisions, des stratégies de traitement. Nous, c'est vraiment... Il y a un cancer, oui, non, mais de toute façon, le pathologiste a sa lame devant lui. Et donc, la vérification est immédiate. Là où vous avez tout à fait raison, c'est la robustesse des outils plus sophistiqués qui prédisent le pronostic, par exemple. Et là, à ma connaissance, justement, alors, d'abord, nous ne les utilisons pas actuellement, même si nous les avons, on en a co-construit, mais ils sont toujours en phase de validation et ils ne sont pas... ils ne vont pas être utilisés comme, dans la routine comme des tests génomiques. Néanmoins, je ne voulais pas en parler des tests génomiques, mais on va en parler quand même. Les tests génomiques, les données partent pour certains tests génomiques aux États-Unis, et là, avons-nous là aussi la connaissance ou non de la validité dans tous les groupes ethniques? La réponse est, à ma connaissance, encore une fois, non. Voilà. Donc, vous avez tout à fait raison, et c'est, je pense, une des missions du Comité national d'éthique de vérifier ce type de point. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre présence. Et je me posais comme question, on sait aujourd'hui que l'IA consomme énormément d'un point de vue écologique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que cette IA arrive à sa limite de consommation et que pendant ce temps-là, on ait créé une certaine dépendance en médecine à cette utilisation de l'IA pour les générations futures de médecins qui vont commencer à apprendre avec cet outil-là? Et par la même occasion, une deuxième question de ma collègue juste à côté de moi, est-ce que l'utilisation de l'IA dans les médicaments, comme vous disiez, Sarah Watson, est-ce que pourrait aider à créer des médicaments sans effets secondaires, si possible? Voilà. Ce serait sympa. Je commence par celle-là, parce qu'elle est presque plus facile que la deuxième. Oui, bien sûr. Ce qu'on est capable ce qui est capable de prédire l'IA générative sur la synthèse de molécules, c'est aussi potentiellement de réduire ce qu'on appelle l'effet off-target, c'est-à-dire en gros le fait que la molécule va cibler aussi d'autres tissus et donc créer des effets secondaires. Donc absolument, il y a aussi tout un pan de l'IA générative en vue de la synthèse de médicaments qui est à viser justement d'améliorer la qualité de vie tout en gardant la même efficacité. Donc tout à fait. Moi, je peux répondre sur l'impact écologique de l'IA. Donc effectivement, il va falloir revenir à une analyse bénéfice-risque des utilisations de l'IA. Et je pense que la médecine restera toujours dans le lot des choses qu'on gardera.
Après, par exemple, générer une image par IA générative, ça coûte autant que charger son téléphone portable. D'accord? Donc si vous en faites comme un adolescent moyen 50 par jour, eh bien vous avez une consommation électrique assez forte. Donc là, est-ce que la société est prête à réguler, interdire des utilisations comme cela? C'est un vrai sujet de société qui me dépasse largement, mais je pense que la santé restera préservée quoi qu'il arrive. On sait aujourd'hui que l'IA prend de plus en plus de place dans nos vies et que petit à petit, on devient sans même s'en rendre compte utilisateur de l'IA. Mais est-ce que du coup, ça arrivera pas à un moment où, forcément, comme vous le dites, on privilégiera l'utilisation de l'IA dans la médecine, mais à un moment où écologiquement, on arriverait à sa limite d'utilisation? Je pense que pour l'instant, j'ai dit, pour l'instant, on a 4% d'émissions à gaz à effet de serre. Si on prend que cet effet-là, c'est 4% quand même. Et c'est 4% pour tout le numérique. Donc l'IA, c'est beaucoup, beaucoup moins. Donc je pense que ça grandit, mais on est encore loin d'avoir atteint la limite écologique. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres secteurs aussi sur lesquels il faut taper, et pas que sur nous. Donc il faut qu'on fasse nos efforts, il faut qu'aussi l'aviation, l'industrie fassent leurs efforts aussi. Mais merci. Voilà. Merci pour vos exposés, merci beaucoup. Ma question, vous avez soulevé la question du temps que les médecins auront maintenant avec leurs patients. Mais je trouve que c'est de plus en plus réduit. Alors, est-ce que grâce à l'IA, on va pouvoir mieux converser avec nos praticiens, un peu plus de temps avec eux, parce qu'on attend longtemps dans la salle d'attente et très peu de temps avec notre cher médecin. Donc, est-ce qu'avec l'IA, on espère qu'on va pouvoir converser un peu plus longtemps avec eux? Merci. Une réponse. On a l'exemple que l'introduction des outils informatiques depuis 50 ans n'a pas du tout modifié et donné du temps aux médecins. Il a au contraire complexifié les choses. Ça a rajouté des questionnaires. Donc, bon, espérons que le compte-rendu plus rapide, tout ça, mais le travail augmente. Et comme ça a été dit plusieurs fois, il y a moins de médecins. C'est un peu comme le problème des juges. Hein. On a diminué les juges, les procédures longtemps. On est dans une situation où, effectivement, le contexte sanitaire est compliqué, avec des soutiens politiques plus loin marqués. Les pouvoirs publics ont vraiment espéré, nos financeurs ont vraiment espéré qu'on soit plus rapide avec l'IA, donc on coûte moins cher, donc on puisse... Bon, enfin, en tout cas, dans la spécialité que j'exerce, c'est pas l'objectif numéro 1. Idéalement, oui, faire des tâches répétitives à notre place pour nous concentrer sur des cas difficiles à diagnostiquer, ça, j'espère que ça va devenir une réalité. On peut éventuellement l'envisager. Mais en fait, tu as commencé, Luc, en disant l'IA va remplacer les radiologues, la réponse étant non. Et en fait, je pense que ça va être pareil dans toutes les disciplines. Ça s'ajoute, ça nous donne plus de moyens, plus de compréhension. On espère que ce sera des outils pratiques et efficaces. Mais c'est à nos communautés de le façonner. Je pense qu'il y a deux réponses à la question. C'est que sur l'utilisation d'outils, que ce soit en radiologie, en anapathie ou en radiothérapie, ça fait gagner beaucoup de temps, mais ce n'est pas du temps de consultation, c'est des moments techniques, entre guillemets. Pour répondre à la question sur la consultation dans la médecine occidentale, les études disent qu'en moyenne, elle dure 7 minutes. Donc c'est très, très, très court. Et c'est insuffisant, surtout en oncologie. Et donc, l'un des arguments de vente de ceux qui font de l'IA ambiante, c'est-à-dire qui écoutent la consultation et qui font les comptes rendus automatiquement, c'était de faire gagner beaucoup de temps. Et en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on a des études randomisées qui sont en train d'arriver, qui sont arrivées depuis maintenant 3 semaines là, aux États-Unis, qui montrent qu'en fait, sur une journée de consultation, ce genre d'IA fait gagner entre 12 et 15 minutes, en tout. Hein. Donc ça ne va pas être ça la réponse, en fait, à plus de temps pour les patients. Il va falloir travailler encore un petit peu. On va peut-être obligé d'arrêter là. Et former plus de médecins. C'est ça. Donc, tout ça, ça s'insère dans un contexte, effectivement,
à la fois financier et sanitaire qui est complexe d'un pays à l'autre, et on ne peut sans doute pas exporter ce qui est vu dans un pays dans un autre, parce que les systèmes sont différents. Alors, je voudrais remercier les orateurs qui ont apporté un point de vue très complémentaire dans ces exposés, très riches. Malheureusement, ça ne répond pas à toutes les questions que vous posez, mais heureusement d'ailleurs qu'on répond à tout, il y a du travail encore à faire. Beaucoup de points ont été abordés. Je pense aussi qu'on vit une période qu'on a l'impression, c'est toujours une rupture, mais en fait, les ruptures, on en vit en permanence, et que, rappelez-vous, Einstein et la théorie n'étaient pas acceptées, et puis, au bout d'un moment, les gens sont morts, et tout le monde a accepté, parce qu'on est passé à la génération suivante. Donc, la génération suivante va sans doute s'emparer de ces outils, et on espère de façon astucieuse. Et c'est tout le progrès qu'on peut espérer. Voilà. Merci en tout cas à tous d'être venus. Merci à vos questions.